Salut à tous, épisode 20 avec cette équipe Astana. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que dans cet épisode, on va pas s'ennuyer non plus, c'est un peu comme dans le 19, ou même dans le 18. On va d'abord terminer la campagne de classique par les deux dernières Ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Ensuite, on s'occupera très brièvement de quelques dossiers, puis le Tour de Romandie qui sera plutôt sympathique, et on commencera le Giro. Voilà, tout un programme, hein. Tout un programme. On commence avec la Flèche Wallonne. Évidemment, toujours la question sempiternelle sur BCM, c'est qui peut battre Alaphilippe. Je crois que si on était sur WorldDB 20, ce serait encore pire, mais là, c'est déjà pas mal non plus. Donc, qui peut battre ? Fuglsang. Fuglsang peut le battre. Kwiatkowski peut le battre. Peut-être Lutsenko, peut-être Tim Wellens, peut-être tout un tas de types qui peuvent peut-être Dylan Tuns, qui sait. Bref, il y a des possibilités. Par contre, c'est sûr que si on chute comme ça dans un endroit, on n'est pas trop proche de l'arrivée, hein, mais il faut quand même remonter Fuglsang parce qu'il y a un trou à boucher. Il se retrouve en queue de peloton de lâcher. Donc voilà, il va recoller, mais qu'est-ce que c'est difficile. Et puis il faut se frayer un passage, comme c'est excessivement vallonné, avec comme ça des difficultés récurrentes, on les fait 3 fois chacune, c'est un circuit final sur cette flèche wallonne. Il faut faire bosser à outrance, et puis l'énergie qu'on passe à faire un truc, on la passe pas à en faire un autre. Donc là, on est en bas, voilà, on est sur un mur de 8, mais c'est l'avant-avant-dernier passage, hein, donc on a encore le temps, entre guillemets, de faire remonter Fuglsang. Quoique, on sait très bien que sur les réaccélérations, il y a comme ça des cassures qui se réopèrent. Donc voilà, je dois faire bosser mes équipiers, et puis on va quand même finir par le faire rentrer. L'année passée, Fuglsang l'avait remporté, cette flèche wallonne. Maintenant, est-ce qu'avec cette forme du jour-là, c'est faisable ? Honnêtement, je me pose la question. Et du coup, en fait, on sait pas trop, parce que si c'est pas Fuglsang, est-ce que ça peut être Lutsenko, qui est pas non plus sur une forme olympique ? Il va falloir être malin. Sinon on va vraiment se faire cueillir. Et peut-être que les quelques petits morceaux de barre qui auront été bouffés par la poursuite de Fuglsang pour essayer de rentrer, seront rédhibitoires, ce qu'on va regarder tout de suite. En tout cas, voilà, là, on est au contact, il n'y a pas de problème. On a laissé un petit peu s'exciter. Il y avait Julien Alaphilippe qui avait commencé à partir. Regardez, il est un petit peu plus haut là. On est dans l'avant-dernier passage, dans le mur de 8. Fraile va travailler, même si on ne le laisse pas passer, va travailler pour essayer de ramener un petit peu tout le monde sur Alaphilippe. Voilà, Fraile a terminé son boulot. C'est Lutsenko, évidemment, qui va nous permettre de faire le taf. Mais attention, c'est jamais fini l'histoire. C'est jamais fini, puisque là c'est Primoz Roglic qui en a remis, qui a attaqué, et Alaphilippe qui s'est pas privé pour le suivre. Bref, là à la limite, c'est pas bien grave de voir Alaphilippe échapper à ce stade-là, parce qu'en fait, il est juste en train de s'épuiser. Donc, à la limite, bon pour nous, je dirais. C'est la deuxième fois que je vois Primoz Roglic être très offensif comme ça dans le jeu, sur la flèche wallonne sur PCM 2019. C'est cool, ça fait plaisir de voir un coureur de tour qui s'implique dans les classiques. Voilà, ça y est, on a recollé, très très bon boulot, notamment Fraile et Lutsenko, hein, y a pas à tortiller, hein. On connaît les cadors. Et puis là, par contre, Roglic qui en repousse une, donc c'est pas mal, hein. J'aime bien toutes ces offensives là, c'est assez sympa. Cette flèche wallonne est plutôt moins ennuyeuse que ce qu'on peut souvent avoir, hein, sur cette course, où parfois c'est quand même une course de côte, hein. Donc en l'occurrence, souvent d'ailleurs, très souvent. Attention à Michael Valgren, on aperçoit Kwiatkowski, à Roglic également. Dylan Tuns est évidemment présent, et oui, pourquoi est-ce que quelqu'un nous manque à l'appel ? C'est parce qu'il s'est beaucoup consommé, du coup il a pas été en mesure nécessairement de suivre cette offensive, mais là ça y est, il a recollé. Julien Alaphilippe, on s'inquiète pas pour lui, voilà, il est revenu, mais super efficacement, super rapidement. Il y a un gros Valgren, hein, faut quand même le mentionner.
quand je vous montrerai NTT, ma partie avec Team NTT sur World DB20, ce sera pas le même Valgren, hein. On l'annonce tout de suite, ce sera un Valgren moins par rapport à ce Valgren là sur DB d'origine du jeu, en quelque sorte c'était PCM France, c'est pareil au niveau des notes. Valgren, il est waouh, il est bien costaud. Là, allez, faut la jouer un peu comme on peut, comme on peut. Je me dis après tout, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas 2 roues différentes pour voir s'il n'y en a pas une qui peut nous emmener à la Philippe et lâcher. À la Philippe a payé très cher ses efforts. Attention, on est avec Tim Wellens. On se retrouve également avec Dan Martin. Quelle roue est-ce qu'il faut choisir? On n'a pas beaucoup de barres, hein. Donc je sais pas, mais quelle que soit la roue qu'on va choisir, on va pas être au mieux là, hein, très clairement. Déjà j'avais choisi Kwiatkowski avec Lutsenko, c'était pas très malin, parce qu'en fait Kwiatkowski s'est fait becter, et Wellens met une sauce à tout le monde, écart énorme pour gagner cette flèche wallonne, avec une avance quand même intéressante. Vous avez vu, il y a Alaphilippe qui est quand même revenu à la 4ème place, et du coup c'est une de ses accélérations anti secret, mais 4ème quoi, c'est pas terrible. Donc ça fait Wellens, Fuglsang, Dan Martin. Après, je suis un peu déçu parce que on aurait aimé la gagner, hein, ça va de soi, hein. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'on en avait les moyens en fait ce jour-là. Donc voilà, on prend une 2ème place. Voilà, ça limite un petit peu les dégâts. Et puis une victoire de Tim Wellens, ça fait toujours plaisir. Donc, on aborde maintenant Liège-Bastogne-Liège. Alors là, ça va être sympa aussi. C'est plutôt une course qui s'est passée de manière bien cool. Et il y a un truc qui choque. C'est que Fuglsang, il a déclenché son pic le 12, et on est censé avoir au moins 18 jours de pic. Et le 28 avril, on est en toute fin de pic. Alors je sais, hein, évidemment, quand c'est jaune brillant et quand c'est jaune mat, le jaune mat veut dire qu'on est en fin de pic. Fin de pic dure 2-3 jours environ. Et le jaune brillant, comme par exemple Cataldo, hein, un petit peu plus bas, le jaune brillant indique que le coureur est encore sous pic maximal. En gros, il a plus 2, alors plus 1 en prévisionnel. Mais là, ça fait mal d'autant plus, c'est pour ça que je parle de troll. Je parle de troll, parce que, donc, non seulement on me réduit au minimum le pic de Fuglsang, donc c'est quand même pas de bol, faut quand même le dire. Et en plus, le mec hérite d'un -2. Alors en termes de probabilité, je pense qu'on est à un truc super faible. Je pense qu'on est en dessous des 1 chance sur 50 pour avoir ce scénario-là, ou en tout cas on est bien à 1 sur 30, 1 sur 40, on est à moins de ça quoi. Tellement c'est peu probable d'avoir cet enchaînement de malchance. Et du coup, on se retrouve à devoir composer, et j'ai choisi, je vous l'ai montré juste avant, on se prend une mini cassure mais on va revenir, hein, pas de problème, on va revenir. C'est vrai que mes gars sont pas en grande forme, et je vais évidemment jouer la carte Lutsenko. J'ai pas le choix. Parce que Fuglsang, quand on imagine un petit peu quelles sont ses notes, parce qu'il faut en être conscient, hein. Une note de Fuglsang, et puis heureusement on a Lopez et Mas qui sont venus nous aider avant le Giro, hein, parce que sinon je sais même pas dans quel état on aurait fini la course, on serait même pas allé jusqu'à la Roche au Faucon avec le moindre équipier pour Lutsenko, limite. Du coup, moi je durcis un petit peu là avec Lopez, profite d'avoir quand même nos grimpeurs, parce qu'au final, le profil de Liège, il est pas si défavorable que ça à certains grimpeurs, hein. D'ailleurs, bon, la réalité nous le prouve, hein, assez clairement. Regardez, je vais prendre un exemple. L'année dernière, Formolo, IRL. Formolo, il fait 2ème. Formolo, le jeu a tendance parfois à le classifier comme puncher. Mais désolé, mais pour moi, Formolo, c'est autant un puncher qu'un coureur de grand tour. Faut pas dire n'importe quoi. Donc, après qu'il se respécialise, etc., que sa carrière évolue, pourquoi pas. Mais pour moi, le grimpeur, il a vraiment sa chance, en fait, sur Liège. Et sur ce Liège-là, hein, sur Liège, donc la Roche au Faucon, avant de descendre vers la ville de Liège pour la ligne d'arrivée.
j'essaie de limiter à ce stade-là les échappées. Je me dis, écoute, tu roules, et puis on verra bien. Après tout, si ça fatigue mes mecs, et là, vu les pourcentages, ça en fatigue d'autres. Et puis surtout, je veux pas que ça sorte dans la redoute, parce que je sais que l'IA aime bien sortir dans la redoute. Donc, à partir de là, on a contrôlé la course un petit peu. À ce moment-là, on est toujours en train de bosser pour Lutsenko. Fuglsang, allez, il résiste quand même pas si mal que ça pour son -2 là. Mais pourquoi est-ce que j'ai abandonné directement la piste Fuglsang dès que j'ai vu le -2? C'est parce que, en fait, vous savez, les formes du jour, elles ont un impact sur toutes les notes, hein, mais notamment aussi un peu sur celles de sprint et d'accélération. Et Fuglsang, il est calé à pas mal de niveaux, même si endurance, résistance sont quand même pas géniaux par défaut. Mais ça va, ça permet de gagner plein de trucs et tout, y a pas à pleurnicher. Mais pour autant, la note d'accélération est pitoyable, et celle de sprint, j'en parle même pas. Ce qui fait que sur une course comme Liège, à mon sens, ces deux notes-là, elles jouent quand même un vrai rôle. Elles jouent un vrai rôle, et c'est pour ça, quand même, Lopez, il a quand même bossé, hein, le mec. Hein. Il a été énorme sur cette fin de course. Je sais pas si vous avez vu depuis quand est-ce que Lopez est en train d'emmener Fuglsang et Lutsenko. Hein. Il y a eu un boulot somptueux de Miguel Angel Lopez. Il méritera qu'on lui renvoie l'ascenseur dans pas longtemps sur le Giro par exemple. On verra si c'est faisable. Déjà on commencera à voir ça en fin d'épisode. On en discutera. Fuglsang emmène désormais Lutsenko et ce sont les dernières forces de Lopez. Merci, t'as bien bossé gros. Et franchement, maintenant c'est aux autres de faire le boulot. Schachmann avec dans sa roue, je crois il y a David Gaudu qui est pas loin, il y a Tony Galopin, on aperçoit Dylan Teuns, Kwiatkowski, Wellens sont un petit peu en retrait avec Alaphilippe. Donc allez, je continue. Il y a encore quelques pourcentages intéressants juste après cette petite, cette petite pause, mais je continue à maintenir la pression. Allez, il faut que Fuglsang mette Lutsenko sur orbite si possible, parce que sur orbite c'est un bien grand mot, parce que regardez, il y a tout le monde qui va vouloir attaquer à ce stade-là. Il y a Wellens qui est l'initiateur, il y a également Valgren, on retrouve un peu les mêmes protagonistes que sur la flèche quelques jours plus tôt. Donc là on a un groupe de 14 mecs, c'est beaucoup, 13 maintenant. On a un groupe de plusieurs gars. J'ai pas envie de jouer au sprint. Je sais qu'au sprint je perds. Je sais que je suis battu au sprint, notamment par Alaphilippe, bien évidemment, parce qu'il va beaucoup plus vite que Lutsenko. Et de ce fait, je tente une espèce de Vatou, ça s'appelle comme ça, Vatou sous les 10 bornes. Et en se demandant est-ce qu'on va rouler derrière, auquel cas ça sera terminé pour Lutsenko, ou est-ce que en roulant à blinde, il y a moyen de faire un écart. Alors pour Fuglsang, c'est vraiment dramatique, le truc, mais ça m'a dévasté. Je suis dégoûté pour Jakob Fuglsang, tous les rêves s'effondrent. Mais allez, c'est pas trop le moment de penser à tout ce qui va pas, puisqu'on est peut-être en situation d'aller quand même gagner à Liège en terminant avec Lutsenko en solo. Attention, Alaphilippe mène les pourchasseurs de Lutsenko à Schachmann dans la roue. On va espérer maintenir une certaine avance. Vous avez vu, ça fond parce que j'économise ma barre. J'économise la barre, je gère en fait pour qu'il reste quelque chose au moment de sprinter ou en tout cas de rouler très fort sur la toute fin. Regardez, voilà, on a monté l'effort au max, on bouffe même pas toute la barre rouge. Derrière, il y a une fusée nommée Alaphilippe qui vient prendre la deuxième place, mais qu'importe, puisque Lutsenko est allé chercher Liège-Bastogne-Liège, qui est un succès monumental vu les circonstances, où moi j'avais tout misé, toute la première partie de saison de Fuglsang, elle était vraiment basée sur Liège. Je vous l'ai déjà expliqué aux épisodes précédents. Et résultat, patatras, et qui est-ce qui surgit? C'est Lutsenko. Lutsenko qui fait quand même 1-4-4-1 sur les 4 premiers monuments. Il gagne l'Amstel en plus et il chope Tirreno avec 2 victoires d'étape. Honnêtement, début d'année incroyable de ce coureur kazakh Lutsenko. Honnêtement, l'année Lutsenko pour moi c'est clair là maintenant. Chez Astana, le 2020 c'est son année.
Et d'ailleurs, je me dis qu'il a pris le leadership, là maintenant. Pour moi, des 4, ce que j'identifie comme les 4 stars, certains estimeront que Nielsen n'en est pas une. Pour moi, il mérite beaucoup de considération, vu tout ce qu'il a déjà fait en partie. Lutsenko, numéro 1. Et après, numéro 2, ça se joue peut-être entre Lopez et Fuglsang. On aura d'autres objectifs pour Fuglsang, notamment le Dauphiné, hein, mais il y a aussi le Giro, évidemment, le Tour de France qui vont nous occuper pleinement, puisque là je vais basculer sur le Giro dans pas longtemps, mais il y a quand même un petit truc avant, ou plutôt 2 pour être précis, voire même 3, vous allez voir. Dossier, phase 1, il faut comme ça nouer quelques petits contacts, voilà, on va aller faire tout ça. J'ai déjà une priorité, c'est la fin de contrat de Lutsenko. Il faut absolument déjà nouer un contact avec Lutsenko pour que on va dire son envie de re-signer soit à proche de 100%, hein, en s'y prenant maintenant, normalement, ça pourrait jouer. Pogacar me plairait immensément dans l'hypothèse d'une non-resignature de Lopez et d'une retraite de Fuglsang. J'adorerais Pogacar, mais je vais quand même chercher à un peu affaiblir l'équipe. Attention, pour pas qu'on soit avec 7-8 coureurs à plus de 76, là, sinon c'est relou. C'est relou et puis ça peut gâcher un petit peu la joie au moment de performer à certains moments. Du coup, j'ai envie de faire comme je fais bientôt chez Sunweb, là, je vous proposais ça dans pas longtemps, ou alors comme j'ai fait chez Corendon, bien évidemment, c'est-à-dire pas plus de 5-6 coureurs à plus de 75, hein, voilà, 75 ou plus. Et déjà, c'est pas mal d'avoir ça. Donc voilà un peu mon objectif. Allez, on s'amuse un peu, divertissement. Moschetti est chargé de mission sur Eschborn-Frankfurt, cette classique World Tour classe B, hein, donc comme l'Estrade Bianche, même si bon, entre nous l'Estrade Bianche c'est quand même légèrement plus prestigieux, mais bon, c'est une World Tour classe B, ça se respecte, et c'est pour ça que j'y vais moi. Ah ouais, d'accord. La chance n'est pas au rendez-vous. Regardez ce qui va lui arriver à ce pauvre Moschetti. Il va lui arriver la même chose qu'à Ballerini sur le Tour du Var bien plus tôt dans l'épisode 16. C'est-à-dire clavicule. Bam, clavicule en plus. Pour vous donner un ordre d'idée, Ballerini s'était blessé fin février, hein, Tour du Var normal. Et je crois que vers le 12 ou 13 mai, il est enfin revenu. Donc c'est excessivement long, hein, la clavicule dans PCM, mais normal, hein. En même temps, vous avez déjà vu un mec qui s'est pété la clavicule revenir au bout de 2 semaines, je crois pas, hein. Donc très logique. Et Dainese, donc Moschetti va nous manquer presque jusqu'à la fin de saison à ce stade-là, hein. Peut-être s'y aller, peut-être Paris-Tour, on pourrait viser Paris-Tour pour lui, mais c'est à peu près, bon, c'est terminé pour Moschetti. C'est dommage, mais c'est aussi un petit peu ça, le cyclisme, hein, les mecs se pètent, et puis on peut pas recharger, hein. Donc c'est pour ça, très bien, quelque part on subit des aléas. Ça en fait déjà 2, hein, quand même dans cette partie, enfin dans cet épisode même d'ailleurs. Dainese n'a pu arracher qu'une 6ème place, que pas honteux avec 72 en sprint, surtout que le final était nerveux et tout, et on part tout de suite en Romandie, le Tour de Romandie sur lequel, il est sympa, hein. C'est Tour de Romandie 2018, là, hein, donc Tour de Romandie 2018, on a presque l'impression que ça peut se jouer quasi exclusivement sur les CLM. Indiv, je précise, puisqu'il y a en fait un prologue là de 5 km environ, mais en fait qui est hyper favorable aux grimpeurs. Ça tombe bien, j'ai emmené Enric Mas, il avait besoin de jours de course, alors que Lopez il est déjà prêt pour le Giro, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de lui rajouter des jours, sinon ça avancerait son pic, ce qui serait dommage, ça gâcherait tout. Donc Mas et Ciccone avaient besoin de jours de course, donc eux ils sont emmenés sur ce Tour de Romandie, et je crois beaucoup en Mas, vu la nature du final. Je crois énormément en Mas. On sait que sur les CLM il faut vraiment envoyer du pâté. Dès lors que ça termine sur du fort pourcentage, il faut envoyer vraiment du lourd. Dario Cataldo, franchement il avait fait une super perf. J'adore Cataldo, je le trouve hyper précieux, j'aime bien ce genre d'équipier comme ça, assez polyvalent, en fait on a envie de l'emmener partout, Cataldo, tellement il peut servir à tout moment, peut-être pas sur les pavés non plus, faut pas déconner, mais voilà, donc
sympa, et comme je vous disais, hein, tout promet de se jouer sur celle-là, là, la 4, et peut-être sur la 5, mais j'ai toujours des réticences. Quand il y a comme ça une longue descente suivie d'un plat, parce qu'en gros il y a 30 bornes à faire entre un sommet, même après vraiment une belle ascension, hein, mais quand il y a comme ça 30 bornes à faire après un sommet, c'est rare qu'on casse la baraque, surtout avec Mas ou Ciccone, qui sont pas les meilleurs descendeurs du monde. À la limite, on m'aurait dit avec Alaphilippe ou Mathieu Van Der Poel dans la partie commando. Hein, je sais pas IRL, puisqu'il y a la polémique, oui, sa note n'est pas méritée, gna gna gna, machin. Écoutez, j'en ai rien à faire. Les gens qui mettent les notes sur Pro Cycling Manager, je pense qu'ils s'y connaissent un tout petit peu plus que les joueurs, là, donc il faudrait un peu fermer sa bouche de temps en temps. Enfin, désolé pour le coup de gueule, mais ça venait du fond du cœur. Hein, si les mecs, s'il y a des gens qui sont très malins, bah, ils ont qu'à faire des notes. Et puis ils les proposent à la communauté, et puis on sera peut-être tenté de rigoler aussi. Hein. Donc, voilà, c'était pas prévu, mais c'est sorti tout seul. Hein, ouais. Donc, sur cette étape 2, un final assez délicat, Ciccone. Ciccone, eh bien, écoutez, Ciccone, il est repris, mais il s'accroche quand même. Il y a Herrada qui va comme ça participer à une contre-attaque. Là, il y avait notamment aussi Spilak, on l'a vu. Derrière Mas, je le laisse planquer. Lui, il doit pas bouger parce que s'il bouge, il peut se mettre en danger par rapport aux autres favoris. Je pense à Bernal par exemple, ou à Tom Dumoulin, etc., Geraint Thomas. Alors que Ciccone, il a plus carte blanche. D'ailleurs, ce sera tout le temps joli, hein, Madouas. Hein. Madouas était la bonne roue. Ciccone n'a pas pris la bonne roue, mais en même temps, il était cramé. Ciccone, il avait tout donné, et il n'y aura pas d'écart, de toute façon, sur cette étape-là, parce que c'était excessivement serré, donc bon. Dommage nul, dommage totalement nul, puisqu'on ne perd rien. On ne perd strictement rien, et voilà. Étape 3, elle va être assez neutre, alors que la 2, hein, je vous dis, elle avait été assez nerveuse, elle était assez palpitante d'ailleurs, hein, à disputer. L'étape 3, oui, c'est un petit peu vallonné, mais c'est léger sur la toute fin. C'est un peu nerveux, ok, aussi. Hein. Ce Tour de Romandie, de toute façon, de manière générale, a été assez... il a fallu être vigilant, il a fallu un petit peu monter la barre d'effort sur la toute fin des étapes, en se méfiant beaucoup des cassures. Bref, intense et très sympa à jouer. J'espère que ça va apparaître dans mon résumé. Donc l'étape 3, on s'attend pas non plus au truc le plus palpitant du monde sur l'étape 3. Hein, il faudra plus attendre la 4 et la 5 à mon sens. Victoire pour les échappés. Intéressant, c'est une victoire pour Vakok, l'ex de Koenig Quick-Step. Voilà, bah écoutez, intéressant, pas de changement au général. Mas conserve une maigre avance, et on arrive vraiment là à un rendez-vous qui est très sympa. J'adore ces chronos là. Il nous fait penser un peu au Giro 2016 là, parce que ça ressemble un peu, à ceci près qu'il y a un replat sur le dernier kilomètre. Ça, je vous montre la toute petite différence que je vois entre le chrono Giro 2016 là et étape 10 je crois, et étape 4 Romandie 2018. Il y a cette petite différence qui fait que, poser la question à l'avance, est-ce que tu gardes plutôt des forces pour le replat final en se disant qu'on va faire une diff? Et je pense que non. Je pense qu'il faut toujours plutôt privilégier les différents, on va dire, appuyer son effort davantage sur les forts pourcentages, même s'ils ne sont pas situés à la toute fin du CLM, ce qui est dommage pour le joueur humain, parce que l'IA, en général, gère mal et termine un petit peu fatigué. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, voilà, vous voyez, barre d'effort, de toute façon on la voit là-bas à gauche, j'ai pas besoin de le dire. J'ai un tout petit peu appuyé avec Mas afin d'essayer de boucher du temps et terminer quand même avec un tout petit résidu. Voilà, bam, la barre jaune. J'essaie de la faire concorder pour qu'elle disparaisse quasiment en même temps qu'on franchit la ligne, hein, un peu de choses près. Egan Bernal a tout cassé. Il a tout explosé sur cette étape 4. En même temps, 85 en montagne, ça se comprend légèrement. Hein, donc je trouve que déjà la perf de Mas, pour dire qu'il n'avait pas une forme du jour démente non plus, la perf de Mas, elle est juste géniale. De perdre que 30 secondes là-dessus,
quand on voit les autres, ce qu'ils perdent sur Bernal, je me dis tout va bien. Et puis bah voilà, hein, c'est pas grave. Hein. Et deuxième derrière Bernal, je crois qu'il n'y aura jamais vraiment à rougir quand on fait deuxième derrière Bernal. Après, on a vu qu'il y avait Froome, on a vu également qu'il y avait Geraint Thomas, donc Bernal en plus, il a quand même du soutien sur ce Tour de Romandie. Je ne sais pas si ça va être très facile de le bousculer. Mais en tout cas, si c'est possible, je le ferai. En tout cas, on tentera évidemment notre chance à un moment donné, hein, ça va de soi. Peut-être ici quand même, hein, on va être raisonnable. Le seul endroit où il y a un truc à tenter, c'est là. Hein. Donc, j'ai fait bosser comme j'ai pu les équipiers. Et Ciccone, le pauvre, voilà, ça va être terminé hein, pour Ciccone. Il s'est dévoué pour son leader. Et du coup, tant qu'à être tout seul, je ne vois pas pourquoi j'emmènerai le peloton. On va tenter de secouer un peu le cocotier et voir un peu ce qui ressort. Hein. Donc, à l'arrivée, accélération de masse. Accélération dont il a le secret. De toute façon, je sais pas pourquoi, dès que je joue avec masse ça rime avec panache. Obligé. Quand je joue avec De Koning Quickstep, Mas, c'est quelqu'un qui m'inspire des attaques, peut-être le côté espagnol, c'est qui sort de l'académie Contador. Hein, quelque part, il y a un peu une filiation, une filiation qui reste assez calme, hein, mais petite filiation avec Contador, et du coup, il y a un petit peu le côté, on s'excite avec Contador parce qu'on pense à tout ce que Contador a déjà fait, à son panache, à tous ces moments de gloire du cyclisme, hein, donc il nous a fait vivre, hein, Alberto. Et c'est vrai que, du coup, dès que j'ai Enric Mas, je sais pas pourquoi il se passe des trucs pas pareil que si j'avais même Lopez. C'est bizarre, hein, alors que les notes de Lopez sont un poil meilleures que celles de Mas. On peut pas dire que Mas ait non plus des notes si spectaculairement fortes par rapport à Lopez dans certaines catégories. En fait, il a tout qui est un peu moins bien. Du coup, Reichenbach et Landa ils peuvent se faire du souci. Parce que comme il y a Bardet qui est sorti, on s'est fait reprendre, hein, mais c'est pas grave. On a tenté. Et ça, au moins, pour moi, ça a de la valeur d'avoir tenté le coup. Après, on pouvait pas faire mieux. Et ben, c'est comme ça, on sera deuxième. En tout cas, on l'espère. On l'espère parce qu'il faudrait pas non plus se prendre. Je crois qu'il y a peut-être une 15-20 de secondes sur Herrada qui est troisième. Faut juste le surveiller un peu, mais on va pas non plus. Voilà, à mon avis, on va pas souffrir. Surtout que Mas récupère un peu dans la descente là. Bon, Bernal, est vigilant le Bernal. Il est vigilant Bernal. C'est très bien. Bernal, qui fait plaisir aussi. C'est un grand coureur, c'est un immense coureur. J'adore Bernal. Donc on prend sa roue, hein, et puis on va voir. Parce que je trouve que là quand même il en fait un peu trop. Il en fait un peu trop Bernal. Expliquez-moi l'intérêt qu'il a à rouler sur Spilac et Bardet. Il a aucun intérêt au général. Bernal, il doit juste essayer de profiter du fait que ça roule parce que certains veulent l'étape. Et là, du coup, je tente une contre-attaque. Et oui, fatalement. Je prends la roue de Bardet, qui est tenté lui-même de revenir sur Spilac. Alors évidemment, on a Herrada qui recolle, on a Bernal, Nibali aussi, c'est vrai, il est Movistar, Nibali. Et moi, du coup, j'en replante une. Je me dis, advienne que pourra. Si ça se trouve, on va tout perdre. Et je pensais avoir gagné, j'ai vu la ligne. Non, en fait, non, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné du tout. C'est Quintana qui va se la prendre avec une bonif pour Herrada. Mais, bah voilà, Mas sauve les meubles. Et puis en fait, quoi ? Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce que c'est que cet écart au final, peut-être, pour Bernal ? Non, le scénario de fou en fait. Ouais. Bernal, regardez, on va descendre un petit peu. Bernal, il s'est mangé 40 et quelques secondes. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc au final, notre contre-attaque finale, elle a payé, et notre offensive aussi. Et le fait de l'avoir laissé bosser, et le fait d'avoir pris sa roue. Donc c'est incroyable. Après, on va aussi voir les choses d'une autre manière. Je vois venir certains que je connais entre vous. Ouais, Lia, elle joue trop mal. Vraiment, Bernal, jamais il doit faire ça. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas à polémiquer plus que ça. Oui, il doit jamais faire ça. Oui, IRL, il l'aurait jamais fait. Mais en même temps, on en parle des moments où c'est
un idiot utile qui roule pour ramener Bernal parce qu'il a plus d'équipier, et que moi je me fais, entre guillemets, un mot pas très joli et vulgaire, qui commence par NI, qui finit par QUER, je me fais avoir comme ça à plein de moments. Je vous parle des moments où on a les écarts qui sont réduits à 0, alors qu'honnêtement on leur avait bien mis 12-15 secondes au type. Le jeu il est comme il est. Le jeu il est comme il est. À partir du moment où il y a un jeu, ça veut dire qu'il y a des humains qui l'ont programmé. Ces humains, ils ont mis en place des algorithmes, ils ont programmé les choses, ils ont essayé de créer une intelligence artificielle, et bah oui, elle est faillible. Bien sûr qu'elle est faillible, cette intelligence artificielle. Mais est-ce qu'en même temps, il faut toujours, ah non, mal joué, critiquer. Moi, j'ai toujours tendance à dire aux gens qui critiquent, les gars, si vous êtes si fort, ben, vous investissez dans un studio de création de jeux, de production, et puis si vous êtes si malin, vous utilisez, déjà il va falloir trouver du pognon pour faire ça, et puis si vous êtes si malin que ça, vous faites mieux que Pro Cycling Manager, c'est pas compliqué, puisque c'est si nul que ça. Moi j'ai envie de défendre le jeu à des moments, parce que je trouve que j'entends assez souvent des critiques, y a personne qui est capable de proposer mieux que ce jeu-là. On est déjà super content de l'avoir. Il y a plein de moments où ce jeu-là, il est vraiment pas mal, il est vraiment bien. Et puis, et oui, effectivement, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, j'y passe suffisamment d'heures, il y a une cassure que j'aime pas. J'y passe suffisamment d'heures sur ce truc-là, que ce soit à jouer ou à faire du montage, ou à essayer de comprendre les choses, comment est-ce que les stratégies peuvent s'articuler, etc. Ou est-ce qu'on peut modifier des choses pour essayer d'influer sur le comportement IA et compagnie. J'y passe suffisamment de temps pour... Oui, je suis aussi capable de critiquer. Je suis aussi capable de dire ouais, c'est nul parce que... Mais non. Parce que déjà, il a un immense avantage pour moi, ce joueur. On voit qu'on fait pas un super CLM. On fait pas un super CLM, mais en même temps, l'équipe que j'ai emmenée, elle est pas bâtie pour le CLM. C'est pas comme l'année précédente où je m'étais un peu blindé de ce côté-là. L'équipe là, elle est plus faite pour accompagner sur la haute montagne. Parce que ce Giro 2011, je le rappelle, vous aviez voté pour, et franchement, félicitations, c'est juste un régal. Ça va être phénoménal ce qui va attendre cette équipe Astana avec ce Giro 2011. Ce Giro 2011, avec les enchaînements, on pense au Zoncolan, on pense au mont Etna. Bon, il y aura tellement à faire que moi j'ai préféré miser pas sur le CLM, j'ai misé plutôt sur la montagne. Et donc pour terminer mon propos, ouais, effectivement, donc PCM a des défauts, l'IA en a plein, et pour autant, écoutez, c'est déjà pas mal. Et à plein de moments, on arrive à avoir des situations de course qui permettent de prendre du plaisir. Voilà, qui permettent de prendre du plaisir. J'ai pas dit qu'ils sont supra-réalistes et tout, qu'on a l'impression de regarder Eurosport. Bah bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque c'est un jeu. C'est virtuel. Mais honnêtement, là, je vous parle fin janvier 2020, quoi. Ça veut dire qu'en gros, le jeu est sorti en juillet dernier, début juillet, fin juin. Ça fait donc longtemps, en fait. Ça fait 7 mois. Et ben, je trouve qu'il est encore intéressant 7 mois plus tard. Ce qui, quand même, en plus, grâce au WorldDB et compagnie, qui renouvelle un peu les choses, qui apporte plein de petits upgrades de ci, de là. Du coup, moi, c'est vraiment pas un jeu que j'ai envie de critiquer, c'est peut-être même un jeu que j'ai envie de défendre. Après, voilà, s'il y a des volontés pour l'améliorer, il faut faire comme le type qui a créé PCM CE, là, vous savez, PCM Career Explorer. Faire comme lui. Il faut créer un petit logiciel qui va améliorer certaines choses. Et, ma foi, si on a des idées, il faut le faire. Moi, personnellement, j'ai beau savoir programmer, j'ai beau savoir manier 2-3 petites choses sous Python, sous C++, surtout d'ailleurs, avoir fait de la programmation dans ma vie déjà, avoir participé à certaines élaborations de jeux vidéo d'ailleurs, Heroes of Might and Magic, etc., dans ma jeunesse, oui, ça fait longtemps, eh bien, c'est pas pour autant que je me sens capable de produire un logiciel qui va améliorer le gameplay, parce que je pense pas en avoir la capacité pour une raison très précise, c'est que j'ai pas le détail de la programmation de celui-ci. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment faire partie du team de programmation pour pouvoir
à avoir des idées d'amélioration. Sans cela, on ne sait pas ce qui est vraiment faisable et pas faisable, et comment est-ce qu'elle est construite l'IA, etc., etc. Accélération de Ciccone, je vous l'avais annoncé par écrit, on allait tenter quelque chose. Sur cette étape 3, Geraint Thomas a pris un peu une cassure, parce qu'il a chuté le pauvre. Je sais pas pour ça que j'attaque, hein, que ce soit clair. Et d'ailleurs, on parlait de malchance un petit peu plus tôt dans cet épisode. On a vu Fuglsang à un degré moindre, le petit Moschetti. Et ben là, c'est carrément mange ta cassure avec Enric Mas et Lopez. Rien que ça. Donc en gros, mes deux leaders se sont mangés une cassure au moment où Ciccone, du coup, va pas stopper son effort. Ah non, ils sont tout seuls. Ils ont distancé les gars qui étaient largués avec eux, qui n'ont pas voulu poursuivre l'effort. Ciccone se retrouve repris. Évidemment, il y a une fusée nommée Lotto Soudal qui passe, parce qu'avec Viviani et Ewan, la Lotto Soudal, elle est juste imprenable sur les sprints, et en plus, les mecs arrivent à passer les boss. Bon, je vous rassure, ils passeront pas tout le temps, les gars. Hein. Mais voilà, on va se manger une cassure sur cette étape 3. Cassure qui va faire extrêmement mal. Cassure sur chute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le sport, hein. C'est le sport, hein. Il y a des types qui chutent, hein, qui se pètent la clavicule et qui en ont pour 6 mois, 7 mois. Bah là, on a déjà de la chance, puisque Lopez et Mas, ils n'ont pas abandonné. Donc ils ont une 40 et quelques au général. C'est déjà une mauvaise nouvelle en soi. C'est une mauvaise nouvelle, mais en fait, honnêtement, moi je le vois pas comme une mauvaise nouvelle. Je me dis que ça va en fait pimenter le truc. On n'a pas beaucoup de bol. Mais en même temps, est-ce que c'est irréaliste ce qui s'est produit? Pas du tout. C'est très réaliste. On peut imaginer des chutes. On peut imaginer qu'un pic de forme, le mec il a bossé, il n'arrive pas à la forme qu'il voulait, Fuglsang. Moschetti qui se pète, oui ça arrive, bien sûr, ça arrive combien de fois? Lopez, Mas, pareil. Donc ça va nous pimenter tout ça. Il y a des étapes à suivre là en plus qui permettent de tenter des choses. Honnêtement, il y a 1000 opportunités de tenter des choses sympathiques. Il y aura l'Etna, il y aura un petit peu plus loin le Monte Tzancolan. Bon, l'étape 14, je vous promets, elle s'annonce juste monumentale. Hein. Ça va être exceptionnel. Et puis donc, moi je préfère en fait trouver ça marrant, faire feu de tout bois et me dire que quelque part, n'importe quelle difficulté qu'on rencontre, elle a un avantage, c'est qu'elle va nous pousser à cogiter. Et quelque part, cogiter, essayer de gérer, essayer de penser stratégie, est-ce que c'est pas tout ce qu'on recherche quand on joue à Pro Cycling Manager et qu'on aime le vélo? Question ouverte, mais la réponse est à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.